viennent de nous rejoindre. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver ainsi que toute l'équipe de Bonjour d'Algérie qui m'accompagne ce matin et que je salue. Alors voilà, aujourd'hui nous avons un nombre d'invités à vous présenter, un nombre de profils, donc notamment celui de Madame Safia Belhoussine Zemirli qui se lance dans l'écriture ou plutôt dans l'édition littéraire puisque bon, elle écrit depuis longtemps, elle animait un blog, cette pédagogue à la base qui se reconvertit, qui devient écrivaine et donc on va présenter son premier livre, un recueil de nouvelles, donc un livre qui s'intitule Le 1er novembre 54, Petites histoires dans la grande histoire. Ce sont de petits récits mais qui en disent long sur le vécu des enfants anonymes en cette période terrible de la guerre d'Algérie. Alors aujourd'hui, donc, nous recevons Madame Zmedli à l'occasion justement du Salon international du livre qui se poursuit toujours du côté de la SAFEX et je vous invite vivement à y faire un tour parce que les auteurs sont aussi remarquables les uns que les autres. Alors aujourd'hui avec Samira Hadjammar aussi on va voyager dans l'histoire à travers un monument historique, une villa qui a tout un récit autour, donc Villa Boulkine en l'occurrence, sous le microscope de notre amie Samira Hadjammar ce matin. Alors dans un autre registre nous allons parler des astres, des étoiles, des astéroïdes et puis surtout nous allons parler de phénomènes d'éclipses, etc. avec notre astrophysicien. Il s'agit de Jounei Baba Issa, donc chercheur au CRA, qui va nous parler d'un très bel événement organisé du côté de l'Arwat Erardaya. Et puis, nous n'oublions pas qu'on est lundi. Lundi, Amin Aziri vient nous parler aussi d'histoire et aussi de patrimoine, cette fois-ci patrimoine lié au football, avec justement des légendes et aussi des passionnés, à l'instar de son invité du jour, Yazid Wahib, qui est journaliste, écrivain, qui s'est intéressé de très près au parcours de l'excellent gardien de but, l'Almas. Alors, merci encore une fois d'être avec nous. N'oublions pas aussi que nous recevons aujourd'hui un autre passionné. Il s'agit de M. Mohamed Aziz. Lui, c'est difficile justement de déterminer sa fonction dans la mesure où c'est un touche-à-tout, c'est à la base un plasticien, un designer et puis aussi il a le regard du photographe, on le verra à travers des objets qu'il a amenés avec lui mais aussi toute une histoire à raconter, un parcours et une vie. Alors merci encore une fois d'être avec nous. Sans plus tarder, je vous invite à suivre les nouvelles du ciel, c'est avec Amel Haribi qu'on va le faire ce matin. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. ونصنع la météo tout de suite. Exactement. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravi de te retrouver ce matin. Moi de même, avec de bonnes nouvelles. Oui, beaucoup de pluie. Oui. J'imagine votre joie ce matin. Oui. Vous avez dansé sous la pluie ce matin? Presque. Presque, je dirais, oui. Très bien. J'ai ramené mon parapluie, oui. Allez, à l'image de Gene Kelly, on aurait eu un beau spectacle. I'm singing in the rain. Un de ces jours, on vous verra. Ah oui, franchement, oui. Voilà. Après ces tentations et ces petites folies, alors on va quand même donner la météo grâce au... Allons-y Radia, merci, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des pluies localement assez marquées et parfois orageuses. Les wilayas concernés sont Tipaza, Alger, Boumardès, Tizi Ouzou, Djidjel, Skikda, Nabat Taraf, où les quantités de pluie sont assez importantes avec un cumul par rapport à hier qui peuvent avoisiner les 60 mm. Donc concernant le temps, on aura un ciel passagèrement nuageux d'ouest en est, avec quelques pluies par endroits par contre sur les régions de l'ouest, mais des pluies localement assez marquées
sur les côtes centre et est et quelques pluies parfois sous forme d'averses sur l'intérieur et les hauts plateaux de l'est. La moitié sud, eh bien, le ciel restera passagèrement nuageux. Du sud-ouest vers la Saoura, le Nord Sahara également les oasis. Ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter des sements de sable vers l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison. Le minimum 13 degrés seulement à Al-Bayad, 16 Djelfa, Tiaret, 18 degrés à Tizi Ouzou, Batna, Constantine et Sétif, 19 Galma, Alger, 20 degrés à Naba, 22 Oran également Tlemcen, au sud 23 degrés Bécha, Gardaïa, Janet, Tamanrasset, 25 à Biskra, 29 à Elizi, 30 degrés à Drar, Insalah, Ingezem également Timimoun, 32 à Borj Beji Mokhtar et 33 degrés le maximum cette fois-ci à Tindouf. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes centre et est, mais peu agitée sur les côtes ouest, avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest, les vents seront variables, 20 à 40 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront de secteur nord à nord-ouest. On finit ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h41. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Excellente journée à vous aussi. Excellente journée, Radia. Allez, à tous ceux qui nous regardent aussi, j'espère que vous passerez un agréable moment, je dirais, en notre compagnie. Et sans plus tarder, allez, je vais vous offrir une première chanson ainsi que l'équipe qui m'accompagne. Il s'agit de Adlan Fergani, donc une des plus belles voix justement actuelles du Malouf, qui reprend un titre culte, un titre qui nous rappelle l'homme au violon blanc, Hamdi Benane, Allah yarhamou. Et donc dans cette reprise, on va découvrir la voix superbe de Adlan Fergani. C'est parti.
يعرف بالحومة ريتو شي طفلة طفلة مغروم وما تمشي وتزايد عشقي وغرا أمي في بنتين قايد جاني ما جاني عطر في جناني خوخور أماني واصبر جلاي جيت الوداع حبابا غايب يا بابا سالم وين هي الكلمة اللي كنا الباب هنحيا نعاودوها حبيبة بس روحوا جيبوها عطر في جناني فخور أماني وسط الجلطاي جيت الوالدة حبابا غايب Après cette belle chanson qui nous a emmenés vers la coquette Annaba également, Constantine, et ben on revient sur le plateau avec notre premier invité. Notre premier invité a fait le voyage depuis Mila pour assister à notre émission. On le remercie déjà pour ça. Bonjour Mohamed Aziz. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je disais tout à l'heure au début de l'émission que c'est difficile de vous définir, hein, parce que vous avez un parcours tellement riche, Ouais. une carrière de 32 ans, un Non, peu plus. 40, plus de 45 Plus ans. de 45 ans, Ouais. plus de 45 ans, consacrés à différents Ouais, je touche à tout, types ouais. d'art, voilà. On dira, vous êtes un touche-à-tout, voilà. Parce que j'ai une formation en Beaux-Arts. J'ai 5 années de Beaux-Arts Oui, et je me suis spécialisé dans la publicité. J'ai un diplôme national de publicité que j'ai eu à Bourges. voilà. Donc Ouais. la publicité, le design, la Ouais. photographie, parce peinture. voilà, la peinture, bien sûr, Ouais. le design, je le disais, l'infographie L'infographie, vous oui. passionne également. Et donc ça vous a amené comment dire, à embrasser plusieurs projets Exactement, dans votre ouais. parcours. Ouais. Mais on va un petit peu remonter dans le temps. Ouais. On va aller un petit peu au début, ici, en Algérie. Après vos diplômes, etc., vous avez exercé dans votre domaine. Oui, oui. Moi j'ai commencé mes études à Constantine Mhm. en 69, pardon. J'ai passé 3 années là-bas. Mhm. J'ai eu mon CAFAS en 72. Après mon CAFAS, je suis parti à Bourges. Oui. J'ai fait 2 années au lieu de 3 ans. Je suis sorti major de promo. Vous étiez doué. Ouais, j'étais le seul dans ma classe, dans l'atelier, qui a eu son diplôme national. On voit une photo qui remonte à bien loin, là, qui apparaît. Ouais. Ça, c'est avec c'est Alain Loche. Oui. C'était mon prof de dessin. C'était dans les années 70-72. Ouais, c'est ça. Donc, après ça, là, quand j'étais à Bourges, il fallait préparer une thèse. Moi, j'ai fait les Jeux méditerranéens. Mhm. J'ai commencé à faire tout le projet des Jeux. Et donc, il fallait passer par les pictogrammes Oui. et le logo, etc. Et tout. Donc, je me suis inspiré sur les fresques du Tassili. Oui, Ouais. absolument. Donc, on a les petits dessins donc, qui remontent, voilà, qui font référence à Les voilà, on les pictogrammes. voit, les pictogrammes. Il y a une créez. page, on les voit au complet. Là, je crois. Voilà, plus grand. Ouais, voilà, c'est ça. c'est là. Ouais. Donc, ce sont les pictogrammes. À l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a Ouais, aujourd'hui. Hein, on exactement. n'avait pas Tout à la l'intelligence main, là. artificielle. Il fallait créer de bout en bout ces petites icônes qu'on voit sur la droite, voilà, qui sont destinées à spécifier les différentes disciplines sportives. Et donc, vous avez accompagné l'événement sur tous les plans. Ouais, Sur ça, tous les c'est inspiré des fresques Oui. du Tassili. Mhm. Comme les Jeux se passaient en Algérie, Oui. donc il fallait trouver La quelque touche chose africaine, la touche exactement, algérienne, ouais. effectivement. Et par la même occasion, le ministère de la Communication, ils m'ont proposé de faire des timbres. Oui. J'en ai fait 7 timbres, ils sont là aussi. Là. Oui, ce sont ceux qu'on Ouais, vient de ils sont là, voir, voilà, justement, c'est ça. ils sont là. 7 timbres. Mhm. Ouais.
Donc, Et même les couleurs des jeux, c'est toute ma création. Hein. oui, c'est toute la charte graphique Tout. liée à ce grand Ah ouais, événement. ouais. C'était important de montrer l'Algérie à cette époque-là. Donc l'Algérie était un jeune pays Ouais. qui devait montrer tout le potentiel de sa jeunesse, Ouais. y compris celle de ses artistes. Il y avait 45 pays participants. Oui. Et j'étais le seul dans ma division. J'étais chef de division publicitaire. C'était nouveau, tout était vierge à l'époque. Et tout était en voie de création. Vous avez exact. participé. On parle beaucoup des constructeurs de notre pays. On occulte souvent le rôle de l'artiste, le rôle du designer. Parce que c'est vrai que c'est une discipline qui participe à donner une identité à un pays. J'ai même réalisé le livre des Jeux méditerranéens. Oui. Il y a mon nom dans le livre, en même temps, à la fin. Là. Et après ça, là, quand j'avais fini, les Jeux étaient terminés. Oui. Donc je voulais développer encore mes recherches. Je suis parti au Canada. Très bien. Le livre dont vous parlez, c'est le livre. C'est pas le livre, c'est le coffret. Ça, c'est le coffret. Le coffret, ça a été réalisé en 65 exemplaires. Hein. Sa couverture, c'est deux mots, là. Oui, c'est une et là, on voit le logo qui représente l'unité africaine. Oui. Et là, Voilà, c'est ça. C'est vers cette caméra, essayez de diriger vers celle-ci. C'est ça. Voilà. Très bien. C'est ça. Donc, ils offraient ça au ministère, chaque participant. Et là, on voit, là, ils mettent la page. Il y a une page ici, là. Ils mettent le pays qui appartient. Voilà. Ici, ils mettent le pays qui a participé, ils vont le colorer, la population, etc. Très bien. C'est ça. C'est excellent. Ouais. En tout cas, ce sont de bons souvenirs qui restent après ce parcours. Voilà, c'était quand même un bon démarrage en Algérie. Puis après, il y a eu ce pays d'accueil, le Canada. Mais avant d'aller vers cette partie de votre vie, on va aussi parler d'une très belle rencontre à la Galerie Rassem. Non, c'était à Constantine avec Mohamed Tahar Ibrahim. Oui. C'était pendant l'exposition, pendant une semaine, là, c'était à Constantine. Donc il fallait, c'était mon dossier personnel pour mon diplôme. Oui. Et là, comme je touchais à tout, j'étais plongé dans l'art cinétique. On appelle ça le pop art. J'ai exposé mes travaux, c'est mes travaux que je devais présenter pendant la période du CAFAS. Comme il était là par hasard, je sais pas. Donc, il a eu un coup de cœur pour votre travail et une amitié est née de là. Je lui ai expliqué ma démarche, c'est ça là. Donc, voilà. C'est dire que beaucoup de souvenirs justement sont gravés dans votre mémoire. Ah oui. Et bien sûr, c'est une riche évolution dans votre vie. Et c'est vrai que vous avez continué à pratiquer ce métier. Voilà la photo dont vous, le moment dont vous parlez. Ça c'est le tableau là. L'une des œuvres un petit peu qui a retenu l'attention de Talb Ibrahimi, Allah yarhamou. Ça, donc, non, c'est des bons souvenirs. Là, ça me rappelle, oui, j'ai failli dire là, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vrai qu'il est d'une descendance très noble, Talb Ibrahimi, et des fondateurs justement des ulama musulmans. Oui, c'est qu'à l'époque, je le redis, à l'époque, on travaille avec le cœur. On le fait pour le pays aussi, c'est très important là. Oui, parce qu'on construisait une identité, une image qui n'existait pas, qui a été un petit peu occultée, écrasée par la colonisation. Exact. Et voilà, donc ça vous a permis en tant que jeune d'exister à travers l'art. Et donc, par la suite, il y a eu cette opportunité pour vous d'aller au Canada. J'étais au Canada, j'ai été pour étudier, j'étais en design graphique à l'Université du Québec à Montréal. J'ai passé 1 an et demi. Un jour, le prof, mon directeur de module, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je suis venu pour étudier. Il m'a dit « Écoutez, vous avez un diplôme en 2e cycle, ici c'est le 1er cycle. » J'ai arrêté d'étudier, j'ai commencé à travailler dans une imprimerie, graphisme. C'est là où j'ai complété mes compétences dans l'imprimerie. Dans les arts graphiques, de manière générale. Exactement. Surtout pour la typographie, c'est très important. Il y a des gens qui négligent un peu ça. On voit un livre,
la photo et la typographie. C'est ça qui donne la richesse du On livre. n'imagine pas que c'est tout un travail créatif qui est Exact, derrière. ouais, ouais. Calculer chaque lettre, Ouais, lui donner sa valeur, Exact, ouais. lui donner un aspect qui n'existe pas Ouais. auparavant, donc Tout innover dans ce tout domaine. dépend du produit qu'on Voilà. présente. Chaque produit qu'on présente, il faut donner une typo qui correspond à ce produit-là. Donc on ne fait pas n'importe quoi là, c'est ça. Voilà. Les pionniers ont beaucoup fait, Ouais. et puis aujourd'hui, bien sûr, on a les nouvelles technologies qui exploitent toutes Voilà, ces créations. c'est ça. Ouais. et qui met justement au service de tous les utilisateurs ces typographies sans qu'on oublie l'histoire de celui qui, à la base, avait créé tel typo ou tel typo. Moi, j'ai connu la incroyable. typographie au plan. Oui, oui. Après, on attachait le tout, là, on passait une couche d'encre dessus, de pression, là, c'est la lithographie. La lithographie, et la C'est ça, gravure, etc. j'ai connu Donc, tout ça, là. Ce sont des arts Ouais. qui ont tendance à disparaître. Oui, aujourd'hui. maintenant, avec l'ordinateur, là, puis ça, c'est pas bon, il recommence, c'est pas bon. Non, il n'y a pas aucune création, là, c'est direct à l'écran, il n'y a rien, là. Voilà. Donc voilà, après une riche, carrière donc au niveau du au Canada, donc près de 30 ans, vous avez Ouais, passé 32 là-bas. ans. 32 ans. Et vous avez décidé de revenir en Algérie. Oui, mais Oui. au début, là, quand je travaillais pendant 9 ans dans cette compagnie-là, que je voyais que c'était de la routine, toujours la même Oui. chose et tout. J'ai quitté la compagnie, je suis parti à mon compte. Oui. La compagnie que j'ai créée s'appelle BAT Design. Oui. BAT, ça veut dire le banc à tirer, design. Donc j'ai commencé à développer, à travailler pour des clients, etc. Donc il y a beaucoup de variétés. C'est des défis. Voilà. Ouais. Et par Quand la on même- est créatif, on a besoin de ça. Voilà, On ne c'est ça. supporte Surtout pas en la publicité. routine. Hein, Oui. j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une maison d'édition. Ils ont créé un poste spécial, ils ont appelé pigiste permanent. D'accord. Pas permanent, mais pigiste. Un pigiste, mais c'est vrai que c'est permanent. contradictoire. Ouais, Un pigiste j'ai- est censé J'étais être. pigiste, mais je travaillais là-bas. Oui. Mais j'ai appris beaucoup de choses pour les magazines. J'en ai fait même 3 magazines. Et vous avez créé des magazines, Des magazines, des et tout, revues. au complet. Hein, Oui, oui, au oui. complet. Magazine au complet. Et un jour, là, en 2010, il parlait, parce que j'étais abonné à Al-Watan par l'Internet, et il disait que l'Algérie, après pétrole, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Je dis, pourquoi? On a un très beau pays, il faut développer quelque chose. C'est là où j'ai sorti le projet sur la photographie, que j'ai absolument. intitulé, et il est là, Tourisme et patrimoine, Oui. projet de photographie touristique en Algérie. Oui. Donc avec toutes les richesses qu'on a au pays, donc il fallait les développer, les montrer. Parce qu'on a un très très beau pays, je le répète plusieurs fois là. Mais comme je dis, on a de la pâte, mais on n'a pas de boulanger. Oui. Pour les faire sortir tout ça là, parce que quand on voit quelque chose, toujours la même chose, on voit pas, on est habitué. Mais un étranger, quand il vient à ça, il est émerveillé. C'est ça C'est vrai, et vous avez d'ailleurs tenu à mettre en valeur le travail Ouais. d'un des pionniers de la sauvegarde et de la... Ouais. Voilà, un collectionneur de photographies anciennes Ouais, qui c'est se ça. trouvait à Arras, vous me disiez, et que tout le monde, voilà, cette petite, Ouais, cette c'est petite des- boutique, tout le monde l'a Je sais visitée. pas, Oui. je sais pas, peut-être elle est Oui, là, là. allez-y, vous parlez de quoi? Aïe, c'est ça. Ah, vous avez une Voilà, carte c'est ça. postale. Par exemple, si vous prenez celle-là, là, Voilà. ça c'est une Oui, vieille je carte reconnais postale justement les de petites- Constantine ouais. que j'ai agrandie. Oui, c'est le petit format, là, peut-être on peut la voir, là. D'accord, donc Malish, donc racontez-nous l'histoire entre-temps. Voilà. Comme il y a des cartes postales comme ça sur le pays, ça reste toujours dans le patrimoine. Oui, ça c'est vraiment Ouais. l'histoire. Hein, Ça, c'est l'histoire ancienne. Constantine en 1900. Donc, En 1900, attendez, je vais en vous 1900, dire. oui, 1900. Je crois que Les c'est en années 1900. 1900. Oui, en 1900. Ouais, 1900. Voilà, tout à fait. Ça, c'est des cartes que j'achète chez les collectionneurs, Mhm. que je retravaille. Voilà, c'est ça. Donc, imaginez, travailler ça, elle fait 1 mètre sur 70. Très bien. Donc, les gens peuvent, C'est-à-dire que vous en avez fait de grands posters. gros posters Voilà. que les gens peuvent mettre chez eux, pour mettre dans les hôtels, dans les agences, dans les, je sais pas, un peu partout. Là. Ça Donc, permet de revisiter ouais, tout ce patrimoine, notre- de s'imaginer l'évolution de nos villes, Ouais. de nos quartiers. Voilà, c'est ça. C'est ouais. beau, c'est vrai que ça a un Et sens.
Et par la même occasion, j'ai travaillé, si on peut pas Oui. travailler sur ça, là, pour les... Voilà, l'idée c'est développer. Ouais, entre autres, développer, voilà. L'idée c'est Donc, développer. Et vous avez je donc fais bien la couleur. édité, Ah, par exemple, celle-là, maintenant, comme ici, là, voilà, euh, des coffrets. c'est des cartes postales. Ça, c'est fait main. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la mosquée de Oui, nous Sidi Rel. avons les images qui apparaissent Ouais. déjà. Donc, La mosquée, le barrage de voilà, c'est Beni ça, la mosquée de Haroun, Sidi là. Rel, voilà, c'est ça. Donc, L'Algérie en images. c'est toujours dans le... Ça, on peut tout faire. On peut faire même pour les... Ça, c'est la mosquée de Sidi de Rel. Sidi Donc, Rel, ouais. vous avez opté pour des sites touristiques, des touristique, sites même sur les culturels. produits, sur l'artisanat, sur comment on appelle ça, dans les musées, tous les produits, là, tout ce qui est poterie, tout ce qui... Oui. Ouais. Et ça, là, un touriste, quand il vient, il voit ça, il va l'acheter. Même les Algériens qui vivent à l'étranger, là, ils disent, tiens, je vais l'acheter, là. Voilà. Parce que pour eux, c'est une fierté, hein. Absolument, ça se fait, c'est très courant dans les musées à l'étranger. Donc on repart avec un souvenir de l'endroit qu'on a visité. Et ça, c'est vrai que... Comme par exemple, moi j'étais émerveillé par le marché des fruits et légumes. Très bien. Il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de saveurs. Mais tout ça, c'est que j'ai étudié dans la gestion de la couleur. Parce que la couleur, c'était très vaste. Il y a tout un truc là-dedans. Là. C'est pas prendre une photo comme ça, il faut la retravailler. Et la diffuser à l'état brut. C'est vrai que il y a un étalonnage parfois à faire, comme pour le cinéma, donc, qui donne comme ça une continuité à l'image. Ça dépend. Dans les beaux livres. Est-ce que c'est pour la télévision? Est-ce que c'est pour l'impression? Est-ce que c'est GB, RGB? Est-ce que pour l'impression? L'impression numérique? Voilà. Voilà, c'est dire un petit peu que vous avez exploité toutes vos connaissances en gestion de la couleur pour ce coffret de 1, 2, 3. Il y en a combien il y en a une dizaine. Là. Algérie mais ça, j'ai pris juste une dizaine comme ça. Là, parce que j'ai fait un par un à la main. Oui, Anaba à la coquette. Tout est manuel, tout est fait main. Moi, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est faire des livres sur le pays. Il y en a beaucoup de choses. Parce que j'ai vu dans des librairies, j'ai vu des livres sur l'Algérie. C'est pas une critique, c'est réel. C'est que ce qui manque, c'est la qualité de l'image. Oui. Et la qualité de la typographie, comme je dis, c'est très très important. Oui, le choix des polices, de la typographie, du calibrage des... Au point de vue impression, reliure, c'est vraiment beau. Parce qu'un imprimeur, il imprime ce qu'on lui donne. Hein. C'est ça, là. Quand un travail est bien monté, bien calibré, là, ça sort bien. Là. Mais quand on feuillette, c'est vrai qu'on a besoin de voir une certaine qualité. Voilà. Il y a aussi au niveau du papier, le papier lui-même, ça joue un rôle, le papier. Donc, peut-être un jour, là, c'est... Oui, mais dans l'immédiat, vous travaillez sur un projet, toujours le même toujours là, Algérie touristique. J'en ai, je ne veux pas tout montrer, j'en ai toute une valise que j'ai amenée avec moi, là, mais on n'a pas le temps de... Il faut dire que vous avez quand même besoin, Monsieur Mohamed Aziz. Elle est belle cette photo, hein, elle est vraiment belle, heureusement que vous l'avez reprise. Oui, ça c'est pris avec ma tablette, une tablette Samsung. J'étais avec un ami, là, je l'ai faite en noir et blanc comme ça. Elle est belle. Elle est belle, on a l'impression qu'elle remonte à très loin alors que c'est récent. Et donc voilà, c'est-à-dire... Ça c'est le coffret des... le logo c'est à moi, c'est pendant le logo des Jeux sportifs nationaux. C'était en 1976. D'accord. Premier Jeux sportifs nationaux, après ils n'ont rien fait d'autre. C'est très intéressant en tout cas cette part d'histoire parce que tout à l'heure on reçoit une dame qui va nous parler de petites histoires qui font la grande histoire de l'Algérie. Vous aussi, vous faites partie de ces artisans de l'ombre qui ont participé par la qualité de leur travail à l'évolution justement, l'installation du design dans le paysage en Algérie. C'est qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore. Hein. Absolument. Ils ne me connaissent pas. L'objectif justement dans notre émission, c'est de rappeler combien vous avez été utile à un moment de l'histoire de notre pays, mais aussi que vous continuez de le faire. On rappelle votre engagement et de cette tribune, vous pouvez lancer un appel parce que j'imagine que ça demande énormément de moyens et que vous avez quelque part besoin d'un partenaire. Voilà, mais j'espère que ceux qui nous regardent aujourd'hui auront la volonté de vous accompagner dans ces beaux projets. Une fois à Milan, il y avait l'ancien Wali, pas pour citer son nom, là,
Il m'a demandé de faire, j'avais vu mes travaux, il m'a dit, j'ai une proposition à vous faire. Il me dit, parce qu'il y a des délégations qui viennent, on n'a pas quoi leur offrir. Est-ce que vous pouvez nous faire un livre d'or sur Mila. Sur Mila. J'ai dit, comme disait, là-bas on travaille avec maquette. Millet. Il faut présenter un projet, la maquette. Il faut accepter, on commence le travail. J'ai montré la maquette et tout, il a tellement aimé, il me dit, vous pouvez commencer. Je lui ai dit, ça prend une année, il faut couvrir les 4 saisons. Et là, un mois après, on l'a déplacé à notre wilaya. Un remaniement. Ouais, remaniement, Kaabel. Et avec le nouveau Wali, j'étais voir le secrétaire général. Je dis, voilà, l'ancien Wali, il voulait faire un livre d'or sur Mila. Il m'a regardé, il me dit, quoi? Il n'a pas compris l'opportunité. Ouais. Il me dit, un livre d'or, ça ne va pas la tête. Elle me dit, j'ai pas de l'argent jeté par les fenêtres. Je dis, merci beaucoup, bonsoir. J'espère qu'on valorisera quand même les efforts des artistes. Mais parce qu'un étranger, c'est ça que je leur dis, un étranger, quand il vient pour investir dans le pays, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce pays, dans cette wilaya-là. Donc, en tout cas, il y a déjà un travail qui a été élaboré et qui pourra peut-être être diffusé à large échelle, ne serait-ce que dans nos musées, toutes ces belles cartes postales que vous avez mis au point. En attendant, bien sûr, vos projets livresques, j'espère que vous pourrez, Inch'Allah, concrétiser tous ces beaux projets. Depuis 2012. Ça viendra. Depuis 2012, j'ai aucune aide. Rien. Mais tout arrive à point pour qui sait attendre. Voilà. Il faut être patient dans la vie pour attendre les bonnes opportunités. Je pense que dans votre vécu, vous avez eu des situations qui se sont dénouées à votre profit à un moment ou à un autre. Et donc voilà, en attendant ces opportunités, quels sont vos projets immédiats? Pour le moment, entre-temps, là, je suis en train de faire des recherches graphiques, personnelles, comme ça, travailler sur le projet, là. Pour ne pas perdre le bout du fil, je continue, là. C'est dans vos veines. Ouais, c'est ça. Donc, ça y est, vous êtes habité par vos musées et comme tout artiste, vous continuerez cette belle carrière, j'imagine. C'est pas de dire, bon, je vais faire là pour l'argent. Non, je suis heureux. Quand je réalise un beau travail, je le regarde. Parce que c'est votre contribution à l'écriture de l'histoire de notre pays. Parce qu'après ma mort, ça va rester pour le pays. Mais tout l'amrek, monsieur Aziz. Et je suis sûre qu'on va vous retrouver dans quelques temps avec un très beau projet réalisé, concrétisé, comme vous le souhaitez, Inch'Allah. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui et de rappeler un petit peu ce parcours exceptionnel avec vous. Je vous souhaite bon vent pour une bonne continuité aussi pour tous ces beaux projets. Et voilà, on va continuer notre petit bonhomme de chemin avec d'autres invités dans un instant. Et en attendant, je propose à tous ceux qui nous regardent une belle chanson avec une voix cristalline, celle de
Et nous voici de retour avec un duo féminin cette fois-ci sur notre plateau. Voilà, on a commencé par celle qui rigole et qui apporte beaucoup de bonne humeur à ce plateau. Trio féminin. Bonjour, bonjour Oui. à tous. Ça va? Très très bien. Bien, Samira Hadjamar, mesdames et messieurs. Oui, c'est Et moi. puis voilà, pour sa rubrique aujourd'hui, patrimoine, écume et patrimoine. Donc dans un instant, elle va nous faire découvrir un très beau monument historique. Mais avant, nous allons voilà, souhaiter la bienvenue à Madame Belhoussine Safia Zmerli. Donc voilà, on peut inverser aussi, dire Safia Belhoussine Zmerli. Oui, le nom, mon nom de jeune fille et mon nom d'épouse. Puis après, votre nom d'épouse. On est ravis de vous retrouver ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravis de raconter aussi aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin cette passionnante histoire, celle de cet ouvrage qui est né pour le SILA 2024 et qui est intitulé donc 1er novembre 1954, une petite histoire pour une grande histoire. Dans la grande histoire. Dans la grande histoire, voilà. Oui, eh bien écoutez, c'est un hasard que ce livre existe aujourd'hui, mais les souvenirs qui sont inclus le premier date de 2014. D'accord. Voilà, ça a été raconté à la radio, la chaîne 3. En fait, il date de beaucoup plus longtemps que ça. C'est ça, bien sûr. Mais bien sûr, il est remonté à la surface en 2014. Tout à fait. Voilà. C'était le 19 mars 2014 et puis j'ai eu comme ça un flash d'un souvenir qui m'était resté de la guerre. Et qui est ressorti. Et donc, après, je l'ai... C'était au micro d'un animateur radio. Libreton de Toufik Medjli, que je salue au passage. Et on avait beaucoup de discussions très intéressantes à l'antenne, les auditeurs participaient et tout. Et donc, j'ai confié ce petit souvenir. Puis après, bon, dès que j'ai fini, j'ai été sur le clavier, j'ai tapé. Et au fur et à mesure, d'autres souvenirs sont arrivés dans ma tête. En fait, vous animez déjà un blog, chose qui se fait de moins en moins maintenant, Samira. Oui. Les blogs sont pas un petit peu, oui. C'est comme le journal intime. Je l'ai un peu abandonné. Il date de 2013, dans lequel j'avais en fait commencé par écrire des réflexions sur la pédagogie. Je suis enseignante, pédagogue, didacticienne et voilà, je décelais énormément de choses qui n'allaient pas, etc. Et donc je partageais à titre privé à l'époque. On appréciait beaucoup mes lectures, enfin, on appréciait beaucoup ce que j'écrivais. Les textes que vous C'est ça. Après, il y a eu quelques poèmes, il y a eu donc ces souvenirs. Entre-temps, il y a eu aussi une collection de souvenirs souvenirs de l'école. Oui. On me disait comment tu peux être passionnée par le métier d'enseignante, qu'est-ce qui fait que tu sois passionnée comme ça. J'ai dit que j'avais été marquée par beaucoup d'enseignants, etc. C'était exceptionnel. Et je racontais, et puis on me disait mais écris tout ça, écris. Donc je me suis mise à écrire. écrire. Et maintenant on va avoir certainement un deuxième ouvrage. Peut-être. Que les enseignants, pas les élèves. Je me mets dans mes derniers écrits qui sont assez récents, je me mets dans la peau d'un enfant et la série de réflexions commence par SOS, enfant en détresse, deuxième récit ou deuxième réflexion SOS, élève en détresse, SOS quelque chose et puis après lâchons-leur les baskets. En tout cas, l'enfant qui sommeille en vous, on l'aime beaucoup parce qu'il nous a permis d'avoir ce bel ouvrage, des récits de plusieurs enfants anonymes. Bon, bien sûr, il y a le vôtre qui ouvre le bal avec un long récit justement qui remonte à votre enfance. Et bien sûr, qui est inspiré de cette petite histoire racontée en radio. Donc, il y a une continuité. Exactement, ça a donné le déclic. Et puis, donc, voilà. En lisant cette première partie, Madame Belhoussine Zmerli, donc en lisant cette première partie, justement, j'avais des images, mais alors beaucoup d'images, celles justement d'un film culte qu'on a suivi à l'écran tous, La Grande Maison. Et donc, il y a ce petit garçon qui vit à sa façon. Des choses qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à interpréter. C'est ce que vous avez vécu. Exactement. Aussi, en fait, j'explique que nous avons vécu la guerre, ma génération en tout cas, a vécu la guerre en filigrane. C'est-à-dire, elle était là, elle planait.
D'ailleurs, je le dis dans le premier passage, lequel d'entre nous, né un peu avant ou juste au début de la Révolution, n'a pas entendu les adultes parler à voix basse de ces moudjahidines qui combattaient França, d'un jeune homme arrêté chez lui, Rfdour, ou alors d'un autre qui était mort sous la torture. Donc on entendait comme ça des bribes, je frissonne, des bribes, et puis les convois militaires, et puis les rafles pendant la nuit, le couvre-feu. On ne comprenait pas le couvre-feu. Il y a plein de scènes comme ça où on est spectateur, mais acteur aussi. On est acteur parce que dans les souvenirs, il y a des enfants qui ont transporté, qui m'ont dit qu'ils transportaient des tracts sous leur petite. Votre propre frère a couvert des armes dans un lit. Un de mes frères aînés a dormi dans un petit lit, je le raconte d'ailleurs, sur des armes. Ce jour-là, on avait un moudjahid à la maison, je ne savais pas. C'est après, d'ailleurs, je le dis, j'ai croisé un. Dans ma tête, le moudjahid, c'était dans mon imaginaire. C'est comme les contes que ma mère nous racontait. C'est le héros, etc., mais sans plus. Puis un jour, j'en ai vu un, je ne savais pas que c'était un. Après, j'avais compris. Et mon frère dormait sur des armes. Dans un autre récit, mon frère bébé dormait paisiblement. Et ma mère le veillait avec des larmes toute la nuit, en tout cas jusqu'à ce que je m'endorme, parce que en fait, il dormait sur des grenades que mon père devait transmettre. Et ça m'a vraiment touchée dans la mesure où vous racontez. C'était de l'héroïsme, tous ces parents qui soutenaient la révolution au péril de leurs enfants. Il y a des femmes qui cachaient les armes dans le, comment dire, dans les habits des bébés, des nouveau-nés, etc., qui traversaient des barrages avec ça, avec des armes. Eh ben, ma mère, les fameuses grenades, ma mère les avait mises, elle avait mis une djebba kabyle à l'époque, elle les avait mises là pour que mes parents, quand on est allé, soi-disant visiter des amis, et mon père était parti récupérer des grenades, et donc elle les avait mises là. Le soir, c'était sous mon frère, et le matin, mon père les a emmenés, alhamdoulilah, sans encombre. Voilà, merci. Oui, pour eux, mais d'autres ont perdu la vie. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Ce que vous dites est vraiment passionnant » et puis ça remue énormément de souvenirs. Elle m'a dit « Eh bien, il y a un jeune du côté, sur les hauteurs de Tizi Ouzou, un petit garçon à qui on avait donné une lettre à remettre au-delà du barrage militaire, et il a été fouillé, ils ont trouvé la lettre, mais il était pris par une sidération, il n'a rien pu dire. Et elle m'a dit, ils lui ont creusé sa tombe et ils l'ont enterré vivant. Pour vous dire qu'il y a encore des souvenirs, voilà. Qui restent gravés dans la mémoire d'un enfant. Effectivement, vous parlez du moudjahid, vous parliez de vos parents, votre père vous emmenait dans la forêt, et bien sûr, vous aviez découvert par la suite qu'il était Moussabel, qu'il allait rencontrer des moudjahidines là-bas. Vous étiez sa couverture et vous reveniez vers la maison sain et sauf, Dieu merci. Ce sont des récits qui se recoupent avec d'autres récits dans le même livre. Tout à fait. De personnes qui vous ont contacté après ce premier jet. Oui. Et donc, ils racontent leur père, ils racontent un petit peu le mystère qu'il y avait. Exactement, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Il y a une qui m'a raconté son souvenir d'une poupée. La poupée, à l'époque, c'était les poupées, on les faisait avec les roseaux et les chiffons, etc. Je raconte comment on les faisait. Mais elle avait reçu une vraie poupée. Et c'était l'événement dans le village et tout. Donc elle était devenue, d'ailleurs j'ai dit, j'étais la reine du village et elle, c'était ma princesse. Et puis elle lui a été arrachée lors d'une rafle la nuit. Et elle raconte entre-temps le moment où elle a perdu sa poupée et le moment où elle la retrouve. Elle raconte qu'il y avait eu un moment où on les avait tous rassemblés sur la place du village en Kabylie. Et ils ont passé la nuit là-bas. Et pendant ce temps, on entendait les cris d'une dame qui était torturée parce que justement ils avaient découvert que c'était une moudjahida, et bien sûr le matin son cadavre gisait sur la place en guise d'exemple, et elle a retrouvé sa poupée mais mutilée, et elle a fait le lien, elle a fait le lien entre la moudjahida et sa poupée. Vous avez des choses comme ça, ou alors quelqu'un, en fait on est tous sortis
de l'enfance par la force des choses. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je ne m'étais pas rendu compte, mais ceux qui m'ont raconté, à un moment donné, ils se rendent compte que ça y est, ils sont dans le monde des adultes. On leur a arraché leur enfance. Oui, donc voilà. Ali, Tahar, Tessadit, C'est etc. ça, voilà. Toutes ces belles âmes, toutes jeunes à l'époque, Oui. donc aujourd'hui ils sont sexagénaires, Sexagénaires, pour septuagénaires, octogénaires. Il y en a qui sont partis avec des souvenirs pleins. Et ils s'en rappellent encore. Oui. Vous leur avez donné en tout cas une voix à travers cet ouvrage qu'on retrouve donc sur il est aussi là. Voilà. Il est aux éditions L'Odyssée, bien sûr. Il est dans quelques librairies d'Alger, la librairie du Tiers-Monde, la librairie 88, Ijtihad, et puis la librairie des Beaux-Arts. Et dernièrement, normalement, l'Arbre à dire. Et puis voilà, donc, si je peux parler de la couverture, si vous voulez bien. Donc, d'accord. D'abord, ça a été... On rappelle le titre du livre, donc 1er novembre 1954, Petite histoire dans la grande histoire. Voilà, ça a été préfacé par Lazare Lapter, sans qui je ne l'aurais jamais édité, parce que c'est lui qui avait apprécié certains de mes écrits, qui m'a dit... il m'a dit, écoutez... faisant un recueil et je vous le préface. Pour la première couverture, ça c'est un drapeau que j'avais fait moi assez récemment et j'ai pris des photos de toutes les étapes parce que ça m'a rappelé un récit, un souvenir du temps où mes parents découpaient. Je ne savais pas que c'était le drapeau. J'étais couchée par terre, ils faisaient ça sur une table, le tracé, le traçage, etc., etc. Je pense, si je cherche un peu le repère temporel, je pense que c'était pour les manifestations du 11 décembre. Voilà, j'avais deviné. Ou alors pour l'indépendance. J'avais personnellement deviné la même chose parce que vous racontez un petit peu que ça avait donné du fil à retordre à votre père. Exactement. Merci infiniment. Donc tout de suite, sans plus tarder, on va
au nord-est de et sur les hauteurs. Construite à flanc de montagne autour d'une mosquée, la cité date du Xe siècle et nous pénétrons que la à présent dans le contrebas de la cité de Zemmoura. Ici, c'est le plus vieux quartier appelé quartier Hlima. On s'y déplaçait jadis à dos de baudet compte tenu de l'étroitesse des quartiers. Ce quartier englobe également datant de la fin des années 30, outre nombreux sites et vestiges qui comptent l'histoire. L'histoire raconte que Burj Zemmoura constituait à une époque lointaine une zone de passage, un véritable carrefour commercial florissant. Les Ottomans l'occupèrent après le passage des Romains. Elle est aujourd'hui un pôle touristique, historique et religieux incontournable. La commune de Zemmoura est une véritable attraction touristique. Les civilisations romaines et ottomanes y ont laissé leurs empreintes. Et pour faire découvrir la beauté de la cité, je me suis lancée dans un projet d'une maison d'hôtes afin de pouvoir recevoir les touristes en quête de découverte et de dépaysement. La wilaya de Borj Barerij est, grâce à sa position stratégique en tant que lien entre le nord et l'est du pays, ainsi que les villes côtières et le sud du pays, se distingue par un tourisme aux multiples facettes, culturel, historique et surtout cultuel, compte tenu des nombreuses mosquées et zaouïas qui se trouvent dans la commune de Burj Zemmoura. Avec ses ruelles étroites, ses allées en pierre, ses portes en bois, Zemmoura gardera jamais le cachet et le vestige des civilisations qui s'y sont succédées. Elle demeure à présent une nature féerique et une architecture typique d'une cité unique rappelant les villages grecs d'autrefois. Et on revient au plateau. Entre-temps, Amina Zeri s'est installée pour sa rubrique. Bonjour Amina. Bonjour Radia, ça va? Ça va très bien. C'est un plaisir de te retrouver. Très contente de te revoir. Bonne reprise. Merci infiniment. En tout cas, tu es belle en bleu. Qui hôtesse de l'air, Oui, mais j'aimerais bien voyager en ces jours. Inch'Allah, Inch'Allah, très prochainement. J'aimerais bien prendre l'avion prochainement. Inch'Allah, ya Rabbi. Aller vers quelle destination? Moi, j'irai volontiers vers Janet. Janet, oui. Janet en tout cas, c'est la saison du tourisme au sud algérien. Puis on a notre sud, il est extraordinaire. Donc on invite tous nos amis, tous les Algériens aussi qui résident à l'étranger de visiter le sud. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour Timimoun, Béchar aussi, Tarit. Ils ne le regretteront pas en tout cas. Inch'Allah. Amina, aujourd'hui, vous n'êtes pas seule. Exactement, voilà. Je ne suis pas venue seule, donc j'ai l'honneur de recevoir un pilier de la presse sportive algérienne. Il s'agit de M. Yazid Wahib. Bonjour Yazid, marhaba bik. Nous Yazid, c'est un ami de longue date, c'est un frère, marhaba bik. Merci Amina, merci pour l'invitation. Très content d'être avec vous. Merci, tout le plaisir est pour nous. Donc Radia, certainement tout le monde est au courant qu'on a perdu récemment une grande figure emblématique du football algérien et africain, bien sûr. Il s'agit bien sûr de Rachid Makhloufi, Rabbi Yarhamou. Donc aujourd'hui, on va rendre un vibrant hommage à cette personnalité que vous avez côtoyée, que vous avez connue, Yazid. Donc, comme je disais, l'Algérie vient de perdre une légende du football algérien et aussi un pilier de l'équipe du FLN et le brillant numéro 10 de l'AS Saint-Étienne, Yazid. Oui, c'est le club français qui l'a placé, qui l'a mis sur les rails quand ils sont venus le chercher, parce que Rachid Makhloufi est un enfant de Sétif.
un enfant des hauts plateaux. Il jouait plus exactement. Il jouait comme tous les enfants de son âge, les matchs de quartier. Ensuite, il a rejoint le premier club sétifien, l'USFMS. Et là, il a été remarqué par des recruteurs de l'AS Saint-Étienne, notamment des sétifiens sur place, qui ont informé l'AS Saint-Étienne qu'il y a un bon joueur algérien qui pourrait faire l'affaire à Saint-Étienne. Ils sont venus plutôt le chercher. À 18 ans, il a signé à Saint-Étienne. Il a fait 4 années, il est parti en 54. Il est resté à Saint-Étienne jusqu'à 58. Au printemps 58, il a répondu à l'appel du FLN alors qu'il avait 22 ans. C'est la naissance de la fameuse équipe, la glorieuse équipe du FLN. Tous les joueurs professionnels algériens ont été sollicités, pas en même temps. Les responsables, à l'époque, les responsables politiques du FLN avaient fait un tri. Ils ont fixé leur choix sur les joueurs qui avaient déjà une réputation, qui étaient connus en France et en Europe. Ils ont sélectionné une douzaine de joueurs. Ils leur ont demandé de rejoindre Tunis pour former l'équipe du FLN. Makhloufi faisait partie du premier groupe, parce que l'équipe du FLN a été formée par 2 groupes, le premier et le deuxième. Le deuxième il est arrivé 3 ans ou 4 ans plus tard. Bon, ils étaient presque, disons, presque une quarantaine. Et aujourd'hui, il n'en reste que 2. Mohamed Maouch, ربي يطول في عمره. Et Dahman Defnoun, ربي يطول في عمره. ربي يطول عمرهم إن شاء الله. Qui vit en France, qui est un peu fatigué, qui est malade. Rachid Makhloufi était un membre du trio de Mohican. Il est décédé vendredi à l'âge de 88 ans. Il a laissé une marque indélébile dans l'histoire du mouvement sportif en Algérie. On le voit, il est d'une rapidité incroyable. Oui. Donc, Radia Rachid Makhloufi, il a toujours, il le dit d'ailleurs, qu'il a été marqué par les massacres du 8 mai 45, ce qui l'a poussé à joindre l'équipe du FLN. Il n'a pas hésité à joindre l'équipe du FLN, donc cette glorieuse équipe. Moi, j'ai senti que la population a été choquée, touchée par la perte de Rachid Makhloufi. Tout le monde en parle à travers les réseaux sociaux, les médias, dans la rue. C'est une personnalité quand même qui a marqué la population et le monde du football algérien. Tout en restant discrète. Très discret. Moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Vraiment, je ne pourrais jamais oublier un geste. Un jour, il était honoré par le président. Il est venu dans une de mes émissions à la radio, donc accompagné de M. Abdelrahman Mahdaoui, Rabbi yarhamou. Je salue de passage sa famille, et aussi de Mohamed Maouch. Donc, à Taoulo, un bouquet de fleurs, il a ramené ce bouquet et il m'a offert ce bouquet. Il était d'une gentillesse, d'une correction, très éduqué, très modeste aussi, n'est-ce pas, monsieur Wahib? C'est un trait de son caractère, Rachid Makhloufi. Il avait une très forte personnalité, mais il était humble. Makhloufi, vous avez dit qu'en 1945, il a été, comme tous les Algériens, choqué par ce qui est arrivé, les massacres du 8 mai 1945. Il n'avait que 9 ans. 9 ans, on a une conscience naissante déjà. Quand il a atteint l'âge de 20 ans, déjà, il savait ce qu'il voulait. Et à l'appel du FLN, il n'a pas hésité, comme tous ses camarades, pour rejoindre le groupe de joueurs qui ont formé la sélection d'Algérie, qui a porté le message de l'Algérie combattante à travers le monde, là où elle pouvait évoluer, parce que la France a actionné un article de des règlements de la FIFA pour interdire à cette sélection algérienne d'évoluer contre des sélections nationales partout dans le monde. Les pays qui recevaient cette sélection algérienne étaient menacés de suspension et d'exclusion par la FIFA.
Ce qui fait que l'équipe du FLN a beaucoup évolué au Vietnam, en Chine, en Irak, dans beaucoup de pays, mais très peu en Europe occidentale, l'ex-Europe occidentale. Bon, c'est un engagement des hommes qui ont abandonné leur carrière pour répondre à l'appel. C'est quelque chose d'historique. Et là, Amina, j'ouvre une parenthèse. En 2007, lors de la célébration du 50e anniversaire de la naissance de la Confédération africaine de football. Elle a été fondée en 1957 par un Égyptien, un Soudanais, un Éthiopien et un Sud-Africain qui très rapidement a été exclu parce que pour le problème d'apartheid. Par la célébration du 50e anniversaire, la CAF a présenté un livre fait par un Égyptien qui racontait l'histoire du football africain. Malheureusement, cette étape, la fondation de l'équipe du FLN, l'engagement des footballeurs algériens pour une cause politique n'a pas été souligné dans le livre et ça a provoqué des réclamations de la part de Makhloufi, de la part de notre ami Hadi Hamel, le journaliste algérien établi à l'étranger. Ils ont fait quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Un engagement des sportifs, un engagement pacifique. Ils se contentaient de jouer au ballon. Mais ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur par les instances sportives internationales de l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Il faut souligner aussi, Radia, que Rachid Makhloufi a offert les premiers titres à l'Algérie aux Jeux méditerranéens de 1975, aux Jeux africains 1978, avant d'avoir été l'architecte de l'historique parcours de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 82, n'est-ce pas, Monsieur Wahib? Oui, Amina, c'est que il y a un petit contraste dans la carrière de Rachid Makhloufi. Son talent était indiscutable, il était reconnu mondialement. Malheureusement, cette reconnaissance qu'il avait par rapport à l'étranger, il ne l'a pas toujours eu chez lui en Algérie. La preuve, il n'a pas entraîné de club en Algérie, mis à part il a fait, je pense, un mois à la tête du RC Kouba avant un début de saison. Sinon, il est parti au Liban faire 2 années, il a fait deux passages à la Marsa en Tunisie, où il a vécu, mais sinon il n'a pas entraîné en Algérie. Il a entraîné l'équipe nationale, il a obtenu, comme tu viens de le souligner, 2 titres, un titre médaille d'or aux Jeux méditerranéens 75, organisé par l'Algérie, et les Jeux africains de 78. Ça veut dire que la reconnaissance ne s'est pas matérialisée chez lui. On dit que nul n'est prophète chez lui, dans son pays. Donc, Radia, M. Yazid Wahib, il est venu aujourd'hui, il est venu, il a ramené avec lui un très beau cadeau, surtout aux supporters, aux fervents supporters du CRB. Donc, à l'occasion de la foire du livre, un bouquin Hassan Lalmas, La légende. Donc, c'est un très beau... légende du football. Voilà, Hassan Lalmas qui a énormément donné à l'équipe du CRB et aussi à l'équipe nationale. Donc, on va le montrer. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce bouquin, ce livre que vous avez dédié aux supporters du CRB et aussi de toutes les équipes, car quand même Hassan Lalmas était l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, n'est-ce pas, Yazid? Oui, l'éveil s'est fait grâce à Makhloufi d'abord, avant l'indépendance, et ensuite grâce à l'Almas. L'Almas est, pour moi, l'Almas est pour le football algérien ce que Pelé a été pour le football mondial. Quand même. Bien sûr, Pelé, il est décédé, il a arrêté sa carrière depuis plus d'un demi-siècle. Mais tout le monde parle de Pelé, même les gens qui ne l'ont pas vu. C'est-à-dire qu'il a marqué la mémoire collective. C'est la même chose pour l'Almas et Makhloufi. Pour l'Almas, brièvement, j'ai fait un petit essai, un modeste essai, ce qui mérite plus qu'un livre, sur sa vie et sa carrière. C'était la star de Hydra.
Il a débuté à Hydra, en poussin, ensuite, mais... Bien sûr. Non, l'Almas, ce que je retiens de l'Almas, j'ai rencontré cette personne, c'était au niveau de... pas loin de Ditchmourad, il avait un espace, voilà, un espace dans lequel il recevait énormément de personnalités artistiques, footballistiques. Et c'était. C'est pas de la pub, il n'existe plus. Il n'existe plus parce que voilà, c'était lui qui faisait la beauté de cet endroit. Exactement. Et moi, je passais par cet endroit juste pour voir. Parce qu'il y a la radio plus bas. Exactement, il y a la radio juste pour voir aussi Hassan l'Almas que j'ai connu par la suite à travers mes émissions. Et pourquoi l'Almas, c'est pas une autre personnalité footballistique en Algérie? Bon, à l'origine, je voulais faire un livre sur Boualem Ameroche, le joueur de Kouba. Bon, comme je suis de Kouba, pour nous à Kouba, Ameroche c'est le Pelé du football en Algérie. Bon, et la modestie, et sa simplicité ne lui a pas permis de collaborer, il n'a pas accepté. Il a dit pourquoi me faire un livre. Bon. Et pourtant, grâce à cette légende, grâce à ses semblables, le club CRB a été bien sûr classé parmi les meilleurs clubs. Oui. C'était l'ex-équipe nationale. Des revues étrangères. Par le Miroir du football, en février 1973, ils ont consacré. Bon, le Miroir du football, c'était la Bible du football, en France et en Europe. Ils ont consacré un livre aux 100 meilleures équipes du siècle. Ils ont placé le CRB parmi les 100 meilleures équipes du siècle. Dans un passage du directeur de la rédaction de Miroir du football, M. François Thébault, il a laissé cette phrase. Il a dit que quand le lecteur européen a ce livre, ce magazine entre les mains, il feuillette, il trouve des équipes d'Amérique latine, des équipes européennes, l'Europe de l'Est. Ils vont se dire que font ces équipes dans un ouvrage pareil. Et il reprend ensuite, il dit le même ouvrage quand il est entre les mains d'un Sud-Américain, un lecteur sud-américain, il va se dire que fait cette équipe européenne devant son parole. Il dit que l'Européen et le Sud-Américain seront étonnés de trouver l'équipe du CR Belcourt, bon à l'époque c'était Belcourt, il dit l'équipe de Belcourt, parmi ces plus grandes équipes du monde, et il répond, il termine, il conclut, il dit que ce club a fait pour le football peut-être plus que ce qu'a fait le Real Madrid, Santos et beaucoup d'autres équipes dans le monde. Alors ça c'est un beau témoignage. En tout cas, on vient de voir une photo, on aimerait votre commentaire justement, mais comme on était sur le récit, on n'a pas pu commenter. On voit l'Almas dans un élan voilà, qui est marquant. J'espère que la régie pourra nous rediffuser cette image, mais on le voit voilà, suivre le ballon à une hauteur incroyable. Vous voyez ça? Ah oui. C'est une image... Bon, c'était ses débuts au CRB, c'est une image du match CRB, je pense, le Wydad de Boufarik. D'accord. Des années 65, 66. Quelle mémoire, quelle mémoire. C'est incroyable. Yazid, vous n'êtes pas un fervent supporter du CRB, malgré ça, vous avez écrit ce livre que vous avez dédié aux supporters du CRB. Vous êtes supporter de Qubba, Raïd al-Qubba. Oui, je supporte toutes les équipes. J'aime le football. Les journalistes, mais on le met dans une position un peu inconfortable. C'est vrai. Non, mais bien sûr, il y a un sentiment particulier. Bien sûr, l'équipe du quartier, l'équipe de la ville. C'est une grande équipe. Bien sûr, c'est l'école. Bien sûr. La première école de football en Algérie a été constituée à Kouba, au RCK exactement. Le CRB, comme beaucoup d'Algériens... les Talbi, Bien avant, Kouba a donné un président de fédération, le deuxième président de fédération dans l'histoire du football algérien, c'est M. Benouaniche. Il a passé 7 ans à la tête de la fédération. Donc, on profite de votre présence, Yazid Wahib. Il est venu, il a ramené une copie de son livre qui va être dédié aussi à un grand supporter du CRB. Il est quelque part dans les coulisses. D'ailleurs, il suit l'émission et c'est notre directeur, bien sûr. Voilà, c'est Adel Sadoun, qui est un grand amoureux de cette équipe.
qui méritent tout le respect, qui ont enfanté une pléiade de les Selmi, les Abrouk, les Lalmas. quand même كانت بكري يقول لك الفريق الوطني تاع الجزائر. C'était une idée du football. Un football de spectacle, la qualité des buts, des joueurs d'un très haut niveau, une technicité parfaite. Bon, les anciens, pas uniquement d'ici, de Bellecour, de Belouizdad ou d'Alger, tous les anciens sur le territoire national ont apprécié le CRB pour la qualité de son football. De son football, de son jeu et ses éléments aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, Yatek Saha Yazid, moi je propose à tous les amoureux du football, de la littérature, de lire ce merveilleux livre qu'on peut trouver dans tous les... je crois qu'il est présent dans la librairie du Tiers-Monde. Je crois que j'ai vu le livre récemment, n'est-ce pas Yazid? On l'a distribué quand il a été édité. Bon, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste du monde du livre. J'ai fait un essai par plaisir. Ensuite, l'aspect mercantile ne m'a pas intéressé. Mon objectif premier et dernier à travers l'écriture de ce livre, c'est de le donner à ceux qui n'ont pas vu l'Alma, c'est le CRB jouer, pour essayer de leur transmettre une partie de la mémoire et l'histoire de ce club. C'est ma seule ambition. C'est une belle ambition. Exactement. Tu as vu comment qu'il parle de cette personnalité, une grande personnalité sportive. ونقولوا في الآخر يزيد واش موالفين نقولوا أنا وياك العمالقة ما يموتوش. وي ما يموتوش ونترحموا على كاع les morts le mouvement sportif national. Ils ont sacrifié leur vie quand ils étaient en vie pour le sport algérien. Exactement. Quand ils sont partis, j'espère que les générations futures sauront rendre les hommages qu'ils méritent à ces gens. Et le dernier d'entre eux, c'est Rachid Makhloufi. C'est un géant. On a utilisé tout ce qu'on a voulu dire que c'était un monument. C'est un géant. C'est un géant à tout point de vue. Allah yarhamou. Merci Monsieur Yazid d'être venu. Merci à toi aussi Amina de nous avoir permis de redécouvrir ces légendes du football, ces gloires et c'est comment connus pour leur engagement, pour leur simplicité, pour leur héroïsme dans le football. Allez, merci Aïcha, Inch'Allah, la semaine prochaine avec d'autres découvertes. En tout cas, merci infiniment à vous, Monsieur Wahib. Et puis, pour ceux qui nous suivent, je rappelle qu'un bulletin météo spécial a été émis justement en vue d'appeler les citoyens à une vigilance, surtout sur nos routes. Les routes qui demeurent un petit peu meurtrières en ces périodes, et bien sûr les chaussées glissantes sont un des facteurs aggravants de ces complications. Et donc voilà, vigilance est de mise sur nos routes, mais la DGSN a aussi émis des spots publicitaires de sensibilisation en vue justement, voilà, en vue d'appuyer un petit peu l'élan de prévention routière. Et voici un en exemple. بعد الحبة راح ننسى.
ما راحش ننسى بيها راح نتنسى. Et oui, vous l'aurez compris, la DGSN contribue aussi à la lutte contre le fléau qui est la drogue. Et donc, voilà, c'était le spot qui a été mis par les services de la DGSN en vue d'appuyer justement la campagne de lutte contre les différentes consommations de stupéfiants. Alors, tout de suite, sans plus tarder, on accueille Junaï Babaïssa. Bonjour. Bonjour. Ravi de retrouver Junaï. Ravi de voyager dans les constellations avec vous. Dans le ciel, dans l'astronomie, dans le domaine de... Voilà. Absolument. Vous êtes un expert donc du CRAC, chercheur en l'occurrence, donc voilà, qui nous permet d'avoir une lecture de ce qui se fait actuellement par rapport à cet univers qui nous surplombe. Et donc, vous revenez, ou plutôt vous avez participé, Junaï, à une rencontre très intéressante. Nous avons organisé conjointement avec, sous l'égide du Wali de l'Arwat et de la direction de la jeunesse et des sports de l'Arwat et de la direction de la jeunesse et des sports de Gherdaya, et en collaboration avec l'association Souhail d'astronomie. Donc nous avons organisé la 12e rencontre d'astronomie, en ce qui concerne les occultations, donc je vais vous en parler. Et donc ça fait la 12e fois. La première fois c'était en 2016. Donc depuis 2016 on a organisé 12 rencontres. Elle consiste à faire une observation astronomique avec plusieurs télescopes. Donc cette fois-ci, il y a eu 45 amateurs d'astronomie venus de 7 wilayas et on a eu 28 télescopes. L'observation a été positive, donc il y a eu 4 observations positives, dont 2 avec des caméras. Moi, jusqu'à hier, je ne connaissais pas le terme occultant. Oui, occultation. Occultation et occultant. Je vais expliquer ce que ça veut dire une occultation. Oui. Une occultation, par exemple, une éclipse solaire est une occultation. Pourquoi? Parce que on suppose que la Terre, le Soleil et la Lune sont sur la même ligne. Donc, la Lune va occulter le Soleil. Donc, une éclipse solaire est une occultation. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les éclipses solaires. Il y a d'autres types d'occultation. Par exemple, il y a des astéroïdes qui tournent autour du Soleil et donc ils peuvent parfois occulter des étoiles. Certains astéroïdes, c'est très important de les étudier parce qu'on peut les caractériser, avoir des informations très pertinentes sur ces astéroïdes. Pourquoi? Parce que, par exemple, les astéroïdes géocroiseurs ou encore les astéroïdes qui sont au-delà de la planète Neptune. Pourquoi ces types d'astéroïdes? Parce que ce sont les vestiges du système solaire. Et donc c'est très important de connaître comment ils se sont formés, comment ils sont constitués, leur taille, etc. Et donc on a développé, donc, au niveau du Centre de recherche d'astronomie, d'astrophysique et de géophysique à Bouzaréa, on a développé l'astronomie participative. Donc les amateurs contribuent à nous donner des informations par le biais des petits télescopes. Et donc, on a beaucoup de data et cela nous permet de caractériser ces astéroïdes. Vous aviez parlé, Babaïssa, tout à l'heure, d'observations positives lors de cette rencontre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vraiment observé? Voilà, on voit l'équipe. Hein. Alors, voilà, on reconnaît la tenue des Gherdaya. Voilà, là, c'est l'équipe de Gherdaya qui ont avec mon collègue du CRAG. Donc, on a utilisé, ça c'est notre instrument d'observation. Mais il y avait d'autres amateurs qui aussi, ils ont utilisé des télescopes. Malheureusement, le nord, les personnes qui étaient au niveau de la wilaya de l'Arwat, le ciel était couvert. Donc, malheureusement, ils n'ont pas pu observer. Mais le hasard a voulu que là, on est en train de voir l'équipe tout entière. Donc, voilà.
Y compris les télescopes. Il faut pas y compris, voilà, tout à fait. Ce sont les outils les plus précieux. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que c'est la première fois que ça se fait dans un pays arabe et en Afrique. On est les premiers en Afrique et on est les premiers dans les pays arabes. Excellent. On souhaite peut-être dans un proche avenir que ce soit de façon internationale. Très bien, inviter peut-être des amateurs. Oui, des amateurs ou des professionnels qui peuvent venir en Algérie et qui observeront une occultation. Voilà, donc cet astéroïde qui était de passage. Ce fameux astéroïde s'appelle Psyché. Oui. Et donc Psyché, il a à peu près un diamètre de 200 km, mais la particularité, c'est qu'il a une densité de 7,7. C'est l'objet le plus dense du système solaire. Et donc la NASA a envoyé une sonde spatiale pour l'étudier, et d'une pierre deux coups. Donc ils veulent étudier, donc il y a le côté scientifique, mais il y a aussi le côté économique, parce que il contient beaucoup de fer, de nickel et de l'or. Et donc, qui dit or dit argent. C'est une belle alternative. Peut-être dans une trentaine ou une quarantaine d'années, on va voir des fusées qui vont aller ramener de la matière, des minerais de ces astéroïdes. Et vous me disiez, Junaï, que l'observation multiple permet justement ces calculs de densité, ces calculs d'importance. Quand on a un seul télescope, quand on observe par exemple une occultation, on a une seule corde, une seule mesure. Mais imaginez que vous avez 50 télescopes tout au long de la bande d'occultation. On aura beaucoup plus d'informations et donc on pourra avoir la forme de l'objet et beaucoup d'informations. Donc par exemple, la dernière en date, celle qu'on a observée à Al-Rawat et Ghardaya, on n'a eu que 4 observations positives. Les autres, je vous ai dit que le ciel était couvert, alors qu'au niveau du côté sud, on a pu observer avec 2 caméras donc l'occultation, et on peut le faire aussi avec l'œil nu. Mais de préférence, il faut avoir des caméras pour la trace, pour enregistrer l'information et donc qualifier l'objet en question. Je n'avais pas ça que vous dire. On dormira moins bête ce soir. Voilà, j'ai essayé de faire très rapidement pour expliquer le temps. C'est réussi, c'est réussi. Oui. C'est bien. On a donné l'information la plus utile. C'est que c'est une première en Algérie. Voilà, ça a été une belle observation du ciel. Merci infiniment. Je vous en prie, merci. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et aussi de bons moments avec nos collègues à travers tous les programmes de Canal Algérie. Merci pour votre attention. Merci Junaï. Et tout de suite, on reste dans le thème avec Nejma Qatbiya. Derrière ça. Voilà, absolument. C'est parti. Au revoir tout le monde.